Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie l'IREMO de nous accueillir et pour ma part, je me réjouis d'être dans un lieu qui commence à être une référence, en tout cas pour les débats sur le monde arabe et le Moyen-Orient. Alors j'excuse d'abord Guillaume Fourmand qui n'a pas pu venir, donc le rédacteur en chef de la revue autour de laquelle donc nous sommes conviés à discuter. J'en ai un exemplaire, mais voilà, que j'avais laissé donc à l'intérieur. Alors, je le remercie parce qu'il a été un rédacteur en chef assez stimulant, nous a accordé beaucoup de liberté, mais qui a en même temps été assez présent dans ce numéro, dont je pense que c'est un numéro important parce que nous l'avons voulu comme un numéro, non pas fait de généralité, sur ce pays qu'on connaît très peu, avant même qu'il y ait cette nouvelle situation qui le complique. Donc nous avons voulu en faire un numéro à partir de travaux de chercheurs de terrain qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Donc c'est autour de ça que j'aimerais vous convier à parler. Je vais essayer, moi, de faire d'abord une présentation un peu générale de ce numéro. Donc, je suis accompagné de 3 des contributeurs. Donc, Virginie Colombier, qui est chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence et qui rentre de Beni Walid, qui rentre donc de Libye. Alors, mon collègue El Maarash, qui lui est journaliste libyen, donc qui a connu très bien la Libye à l'époque Kadhafi, etc., et qui essaiera justement de nous en parler en perspective de ce qui passe maintenant. Enfin, Pierre Vermeuren, professeur donc d'histoire, spécialiste du Maghreb à l'université Paris-Sorbonne, et qui donc, lui, nous parlera des enjeux régionaux parce que l'impact régional est très fort dans ce qui se passe actuellement en Libye. Alors, un peu pour parler, un peu essayer de faire une petite introduction que je vais essayer de faire en 10-15 minutes pour chacun. Donc, alors, je crois qu'il ne viendrait à personne de nier la gravité de la situation en Libye. On est devant un danger réel d'éclatement de ce pays. Alors, ce qui aggrave la situation en Libye, y compris par rapport aux autres pays arabes, gagnés par la violence, c'est sa complexité. Alors, il y a bien sûr ce qui est visible, ce qu'on sait tous, cette dualité politique, institutionnelle, de gouvernement, de parlement, qui divise le pays, qui le déchire dans la violence. Mais en fait, en plus, autour de cette lutte, de ce clivage principal, s'enchevêtrent, se greffent de multiples fractures qui s'alimentent, se renforcent, etc. Il y a des fractures ethniques, régionales, il y a l'islamisme politique avec toutes ces variantes qui fait intrusion sur cette scène. Et puis surtout cette multitude de pouvoirs locaux, autonomes, souvent concurrents, qui se réclament de la localité ou de la tribu. Je dirais qu'heureusement, on n'y trouve pas en plus le clivage confessionnel. Bon, sinon, ça aurait été vraiment total. Alors, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a cette facilité lorsqu'on évoque la Libye de parler du chaos, même si c'était un peu le titre que je n'avais pas voulu, mais en même temps, oui, j'avais voulu un autre titre, Libye, le sens d'un chaos. Pourquoi? Parce que je pense que moi, ce chaos n'est pas si chaotique que cela. Il a sa logique, il a sa rationalité. Et en fait, cette lutte fratricide et violente qui se déroule en Libye, c'est une situation banale dans un contexte post-révolutionnaire comme on va le voir. Et derrière la dualité, la division institutionnelle du pays, il y a en fait la réalité de lutte de reclassement et de pouvoir qui oppose 2 camps, si je peux dire. D'un côté, ce sont ces nouvelles élites issues de la révolution et qui s'en réclament. C'est par exemple un peu les révolutionnaires emblématiques de Misrata et pas seulement. Et de l'autre, on a un peu ces élites reconverties à la révolution, ou non, et qui sont issus de notabilités déjà établies. L'AFN, l'Alliance des forces nationales, les représente très bien. Mahmoud Djibril représente très bien à travers son parcours toutes ces élites anciennes qui se sont reconverties, etc. Mais
d'autres non. De nombreux députés étaient déjà de l'AFN, par exemple, étaient déjà notables donc, du temps de Kadhafi, ou même les Zinten, puisqu'on oppose actuellement les Zinten ou Misrati, qui, avant de se retourner contre Kadhafi à la faveur de la révolution, avaient quand même une certaine proximité avec lui. Et donc ces premiers, si je peux dire, camps qui se réclament de la légitimité révolutionnaire, ils ont cherché, comme c'est toujours le cas au lendemain des insurrections victorieuses, ils ont cherché à remodeler le paysage politique. C'est ce que veulent des révolutionnaires, c'est ce que font des révolutionnaires. Et ils ont cherché à le remodeler à leur profit en économisant la voie des urnes. Ce n'est pas nouveau sous le ciel de Dieu. Hein, et ça se passe partout. Alors en face, il y a ce camp un peu de modérés, de conservateurs, qui lui a envie de clore la page révolutionnaire pour stabiliser la situation, mais aussi pour préserver ces situations. C'est là, je pense, à mon avis, le clivage principal derrière ces combats chaotiques, qu'il faudrait peut-être la ligne directrice à saisir pour un peu comprendre ce qui se passe en Libye. Alors, je redis encore, cette logique, cette conflictualité, elle est banale. On la retrouve partout dans les situations post-révolutionnaires. En gros, les accoucheurs, les révolutionnaires les plus actifs ne sont pas toujours les bénéficiaires des révolutions. Et les sociétés ne partagent pas toujours dans leur majorité toute la vision des accoucheurs et des révolutionnaires. Et souvent, voire toujours, une fois la phase révolutionnaire close, les sociétés croient choisir la stabilité et elles la confient à une partie des anciennes élites, pas très compromises. Ce que je vous dis, ben, c'est ce qui vient de se passer en Tunisie. Hein? Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, puisqu'on parle de Tunisie. L'actuel président Qaïd Beji Sebsi, puisqu'on oppose toujours la voie tunisienne à la voie libyenne, eh ben, à l'indépendance, c'est lui, comme ministre de l'Intérieur, qui a mené la lutte contre les youssoufistes. Dans cette guerre fratricide, dans cette paisible pays du Jasmin, qui avait opposé les youssoufistes et les bourguibistes pour le pouvoir au lendemain de l'indépendance, et qui a été réglé dans le sang. Nos chers Tunisiens pacifistes, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de... Bon, alors, je ferme la parenthèse. Ben, les voisins algériens à l'indépendance ont commencé leur indépendance par une guerre entre l'armée des frontières et l'armée de l'intérieur. Donc c'est pour dire que c'est banal. Ça a pris notre proportion en Libye, on va le voir, mais c'est toujours bon de ramener les choses à ce qu'elles sont dans leur essence, etc. Et alors, je parlais de ce qui s'est passé actuellement en Tunisie, c'est-à-dire un peu, voilà, la phase révolutionnaire close, les sociétés croient choisir la stabilité. Je ne dis pas qu'elles ont choisi la stabilité, mais de toute façon, ça se passe comme ça. Et elles font revenir une partie des anciennes élites pas très compromises, ce qui s'est passé en Tunisie. Mais en fait, c'est la même logique, le même scénario qui s'est mis en scène également en Libye avec les élections de 2012, dans l'été 2012, confirmé plus ou moins en 2014. On a vu, après ces élections, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les anciennes élites. Certes, une partie d'entre eux reconvertis à la Révolution, comme ça s'est passé pour Nida Tounes, etc. Mais on a quand même vu ces anciennes élites revenir au devant de la scène. Bien sûr, c'était le choix des urnes. Hein? Alors même les élections de 2014, je vais en parler pour en dire qu'elles sont contestables, parce qu'il y a une faible participation, mais même les résultats de 2014 auraient probablement donné la même tendance. Parce que ceux qui n'ont pas voté en 2014, et ils sont la majorité. Mais à part les Amazirs qui ont boycotté volontairement, ce sont des gens qui ont fui la violence révolutionnaire. Ils auraient voté pour les gens du Parlement de Tobrouk. Je ne juge pas si cette violence est légitime ou non. Et donc, ce sont ça les ingrédients essentiels de la crise. Et donc, il faut revenir, si je peux dire... il faut revenir à ces fondamentaux pour comprendre ce chaos qui, à mon sens, n'en est pas un. Il a beau être violent, mais ce n'est pas un chaos. Et donc, je disais, la crise, elle a donc éclaté au lendemain des premières élections législatives de 2012, qui ont vu la victoire des élites modérées et anciennes, et une relative marginalisation de certains acteurs de la Révolution qui ont joué un rôle de premier plan. Et là aussi, je dirais, c'est classique. C'est presque une loi de l'histoire. Hein?
Mais en même temps, ceux qui se réclament de la révolution ou les révolutionnaires radicaux, hein, ils ont beau être mis en minorité dans les urnes, en Libye ou ailleurs, hein, ils gardent aux yeux des populations, malgré leurs agissements, etc., ils gardent une certaine légitimité sociale, ils gardent la force de leur symbolique révolutionnaire, et ça opère encore auprès de parties importantes de la population. Et puis surtout, ils se nourrissent aussi de l'effet repoussoir du retour des anciennes élites. Et ce n'est pas des gens qui vont, si je peux dire, se laisser faire. Et la loi d'exclusion politique qu'ont imposé ceux qui se réclament de la révolution, ça a été justement leur tour de force pour ne pas être marginalisés. Et pour ne pas être marginalisés, il fallait éliminer du jeu politique les anciennes élites. Et justement, c'est cette loi qui a abouti à l'aggravation actuelle que le Parlement de Tobrouk, la semaine dernière, vient d'ailleurs d'annuler. Alors, cette loi... Ah, de suspendre, oui, pardon. Alors, cette loi, elle est partie de l'idée consensuelle qu'on trouve au lendemain de toute révolution, d'écarter les piliers du régime de Kadhafi, mais elle a été radicalisée par ces révolutionnaires frustrés de ce que les tendances profondes de la société se sont exprimées, ne se sont pas exprimées en leur faveur. Et comme je le disais, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est presque quasiment une loi qu'on retrouve un peu partout, malheureusement, au lendemain des révolutions. Mais elle a été élargie à l'exclusion de tout responsable qui a servi sur Kadhafi depuis 1969, y compris ceux qui étaient ses opposants de longue date et qui ont animé l'insurrection. Ça a été le cas de l'ancien président du Parlement, hein, l'un des opposants, etc. Et alors, elle a été adoptée sous la pression militaire, elle a décimé l'armée régulière, les administrations, marginalisé une partie importante de l'élite politique, c'est-à-dire ce qu'ont fait les Américains en Irak. Là, c'est les Libyens eux-mêmes qui l'ont fait, et pas jusqu'au bout. Comme quoi, moi, je ne crois pas beaucoup à ce que c'est l'intervention de l'extérieur. Elle a compliqué la situation en Libye, mais la Libye, ce n'est pas l'Irak, et ce n'est pas l'extérieur qui a compliqué cette situation. Alors, cet esprit d'exclusion, il a été jusqu'à ostratiser des populations, des régions entières, des représailles, c'est-à-dire vraiment cette volonté, si je peux dire, de dramatiser justement la situation pour avoir le pouvoir. Et je crois que Virginie nous parlera un peu plus concrètement de ce qui se passe dans cette région-là. Et cette loi, elle a fait... En fait, mais surtout cette loi, elle a fermé le jeu politique, elle a bloqué les organes de transition, et l'escalade du général Haftar en mai 2014 et son opération Dignité Karama, justement, elle visait à déverrouiller cette loi parce que le général lui-même, les responsables des Inten, de la FN, etc., étaient victimes. Et donc on est arrivé à cette confrontation extrême où, en réaction, il y a eu l'opération Fajr, et on est dans une confrontation qui peine à être tranchée par la force ou par le compromis. J'ouvre une petite parenthèse sur le rôle des islamistes. On parle beaucoup d'islamistes, etc., comme quoi libéraux contre islamistes, etc. Les choses ne se passent pas ainsi. Tout le monde est d'accord. Tout le monde, en Libye, le conservatisme islamique est général. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est le CNT qu'on qualifie actuellement dans des découpages un peu hasardeux de libéral qui a institué la charia comme loi suprême, etc. Il y a un consensus de ce côté, donc, et il n'y a pas de force qui se réclame de la laïcité. Par contre, les islamistes, effectivement, ont joué un rôle. Alors, avant même de profiter de la déstabilisation de la situation, ils ont joué un rôle dans cette radicalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les islamistes, à l'origine, n'ont toujours pas une grande implantation au sein de la population. C'est ce que confirment toutes les élections, d'ailleurs. Pour une simple raison, c'est que la plupart ont fait leurs armes politiques à l'étranger, notamment les frères musulmans en Égypte, ailleurs. Et ils sont arrivés très peu à accrocher à la réalité nationale. Et ceux qui étaient de l'intérieur, beaucoup se sont compromis, en fait, avec Kadhafi à la fin, notamment avec le fils Kadhafi. D'ailleurs, il y a une incongruité dans cette loi d'exclusion politique. Il y avait initialement un chapitre qui, parmi les gens qui devaient être exclus, il y avait
un passage qui dit « Ceux qui se sont réconciliés avec le régime ». Les frères musulmans ont réussi à le faire sauter. Mais là aussi, on y reviendra dans le débat, c'est tout ce type d'alliance contre nature. Hein. C'est pour ça que alors, les islamistes ont été aussi au départ dans la révolution, mais ils n'ont jamais été vraiment majoritaires. Et les gens de Misrata ou autres, on ne peut pas les identifier à des islamistes. Maintenant, dans la situation qu'il y a, effectivement, ils prennent de l'ascendant, mais le pire, et c'est là qu'on voit que l'islamisme, et je parle de l'islamisme politique, ou celui qu'on qualifie plus ou moins de frères musulmans, dans ces évolutions, les évolutions sont très différentes. Il n'y a pas d'essentialisme dedans, et en fonction du contexte, les évolutions sont différentes. En Libye, comme il n'y a pas la pression de la société civile, comme en Tunisie, voire même comme en Égypte, ils sont dans une alliance profonde avec les radicaux, avec les djihadistes. Si bien que lorsque l'ONU a condamné Ansar Sharia et les a mis sur la liste, les islamistes ont protesté. Donc c'est pour voir que, en fait, l'aggiornamento qu'on attend des islamistes n'est pas inhérent à leur propre dynamique. Il est toujours en interaction avec les sociétés. Et que si les islamistes en Tunisie ont eu une évolution qui va vraiment vers un réel aggiornamento, c'est parce qu'il y a une société civile forte, puissante, etc. Alors, ce que je voulais dire, en fait, 2-3 choses terminées. Il y a actuellement une situation de blocage de fait. Et à mon sens, il n'y a pas de dogme dans la reconstruction étatique, sauf qu'elle doit se reconstruire avec tous. Alors la légitimité électorale, elle est fondamentale, mais pas seulement. Alors surtout qu'on sait dans quelles conditions a été élu l'actuel Parlement, même si c'est moi-même qui dis que je pense que les élections auraient été libres, ça aurait donné le même résultat, mais quand même. Et puis la stratégie de nuisance des révolutionnaires et son efficacité, qui a contribué pour une bonne part au chaos, elle vient nous rappeler une vérité qu'il n'y a aucune reconstruction étatique possible au lendemain des insurrections sans associer ceux qui ont joué le rôle d'accoucheurs. Leur intégration est une condition à la stabilisation, à la neutralisation des milices. Je vais faire un grand écart peut-être en vous choquant pour faire une comparaison avec la France. On parle beaucoup de sauvegarder les acquis sociaux en France. Les acquis sociaux en France, ils sont le fruit de la libération. Et la libération, ça a été le grand compromis justement avec les forces insurrectionnelles de l'intérieur qui étaient gauche, pour beaucoup communistes, etc., qui pour le général de Gaulle, il fallait qu'elles soient dans un double mouvement d'intégration, de marginalisation. Et c'est pour ça que toutes ces lois qu'on connaît maintenant, qu'on veut préserver, elles ont été faites dans le cadre d'un compromis politique. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle a demandé aux Américains de venir défiler à Paris, où nous sommes, alors qu'ils n'y ont pas du tout contribué? C'était pour instituer un rapport de force vis-à-vis de ces insurgés. Et pendant des années, la situation politique, la reconstruction étatique en France, elle a évolué au gré de ces rapports de force avec les insurgés dans un double mouvement d'assimilation et de marginalisation. Et je pense que la Libye ne peut pas se passer de cela et il ne faut pas lui demander plus. Alors, voilà un peu, si je peux dire, ma vision de la situation, de ce que sont les fondamentaux. Maintenant, on pourra en parler dans le débat. Le conflit libyen, il est aussi compliqué par l'éclatement de nombreux autres conflits. Ces conflits, ethniques, tribaux, régionaux, etc., ce n'est pas la révolution qui les a engendrés. La société libyenne, elle était minée déjà par de nombreux conflits. C'est la révolution qui les a mis au grand jour. Et ce n'est pas la révolution qui a mis du désordre ou du chaos. Elle a au contraire ouvert la soupape d'une cocotte minute qui était en ébullition. Je donne un cas. La question Amazigh. Même certains éminents berbérisants étaient selon la théorie de la décroissance de l'ouest jusqu'à l'est. On savait qu'il y avait des berbères en Libye, et on pensait qu'ils étaient très peu, mais
personne ne devinait l'intense vie associative, culturelle, politique et l'intense répression qu'il y avait. Hein, et qui nous fait penser d'ailleurs que la stabilité que prônait Kadhafi, elle était toute relative. On avait un pays en voie d'implosion. Et donc la question Amazigh, elle s'est posée. Alors j'en profite pour dire une chose. Parmi les incompréhensibles de la situation en Libye, c'est que les Amazirs, actuellement, notamment les gens de Zouara, sont en alliance avec la coalition Fajr, où il y a des islamistes, etc. Et ça peut sembler incongru, enfin pas tous, parce qu'on sait quelle est la position des islamistes à l'égard. Alors, ça répond à quelque chose de général d'abord, c'est que leurs revendications n'ont pas été satisfaites ni par le CNT, ni par ceux qui ont pris le relais. Mais il y a aussi des conditions locales. Les Amazirs sont dans cette région en concurrence territoriale, parce qu'il n'y a aucune ethnie en Libye qui a un territoire qu'elle domine entièrement. Ils sont en concurrence locale, territoriale avec les Zintan, qui sont dans l'autre camp, avec une opposition des conflits ancestraux. Donc, ils vont se retrouver de l'autre côté. Les Toubous vont se retrouver plutôt du côté du Parlement de Tobruk, parce qu'ils sont en conflit avec la tribu des Ouled Slimane qui, elle, est dans la coalition révolutionnaire. Et c'est ancestral, c'est le conflit autour des ressources du commerce transnational, etc. Et qu'il y a de vieilles histoires, les Ouled Slimane nobles, avec une attitude, etc. Je dis ça, c'est pas pour faire de l'érudition, c'est pour montrer à quel point une intervention extérieure n'est pas si simple. Elle n'est pas si simple, c'est pour dire quelle est la complexité du terrain et qu'il n'y a pas des forces comme ça, homogènes. Comme je vous le disais, c'est ce que je m'évertue de dire, il n'y a pas de chaos en Libye. Il y a des choses très logiques qui se déroulent, mais vous savez, comme dans les phénomènes physiques, etc., les rationalités, elles sont à des échelles différentes, petites, etc. Et c'est comme ça qu'il faut prendre la Libye. C'est pour cela qu'il faut pousser les forces actuelles qui se sont coalisées. Et c'est un miracle qu'il y ait une coalition, même si elle contribue un peu à fracturer le pays, parce que, bon, on échappe du moins au localisme, etc., etc. On aura à revenir sur un tas de considérations. Je dis juste un mot et je clôt parce qu'il faut que tout le monde parle. La question tribale, beaucoup de gens, oui, disent que soit pour critiquer, hein, c'est un pays tribalisé, etc., soit pour dire que ça peut être la solution. Mais en fait, d'abord, la question tribale, on ne va pas tout mettre sur le dos de Kadhafi, mais elle a été aiguisée sous la période de Kadhafi. Moi, personnellement, en 2008, j'ai assisté à des conflits tribaux armés, violents. Ça voulait dire que ce régime qui s'est bâti sur l'instrumentation du fait tribal commençait à être dépassé lui-même. D'ailleurs, s'il y a eu à un moment donné recours à la confrérie de la Senoussia qui avait été largement combattue, notamment dans l'Est, c'est parce que le pouvoir sentait qu'il avait besoin d'un autre relais dans un pays qui commençait à lui filer. Mais en même temps, on en discutera. C'est quoi ce tribalisme dans un pays où les gens sont urbains en majorité depuis 2 générations, dans un pays qui a fait sa transition démographique où les couples, comme au Maghreb, ne font pas plus de 2 enfants et quelques, donc où il n'y a pas de mâles, où il n'y a pas de trucs, etc. Et en même temps, dans la réalité, bon, moi j'ai suivi un peu, c'est vrai qu'actuellement, c'est pour ça qu'il faut de l'ingénierie sociale. Actuellement, s'il n'y a pas beaucoup de violence, c'est vrai que c'est un peu en raison des tribus, en fonction de la loi, un peu de représailles mutuelles qui fait qu'on protège toute personne et que tout le monde a peur de mettre le doigt dans un engrenage qui sera terrible. C'est pour ça que même l'opération Dignité, l'opération Fajr ne mobilise pas beaucoup dans la société. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les tribus les sauvegardent. Mais en même temps, les tribus, elles ne peuvent pas faire État. On l'a vu en Afghanistan. Et la réalité, c'est qu'on a voulu structurer les choses à partir des tribus. On est arrivé à la vieille logique tribale de fission-scission, c'est-à-dire toujours 2 pôles qui s'opposent. Alors, on a bien des associations nationales de tribus, mais on en a 2 rivales qui se détestent, qui s'opposent et qui se font la guerre. Donc, un peu voilà pour dire que voilà, il y a une réalité sociale très complexe, mais qui n'est pas celle, si je peux dire, du chaos.
Bon, je ne vais pas prendre la parole plus que cela. Je parlais tout à l'heure de cette guerre fratricide qui secoue actuellement la Libye et qui aboutit jusqu'à ostratiser, faire des représailles contre les populations. Virginie, enfin, je ne réduis pas son intervention uniquement à cela, vient et a beaucoup travaillé sur une des tribus considérées comme les tribus vaincues, puisque la Révolution a redistribué les cartes politiques tribales en tribus vainqueurs, tribus vaincues, et donc elle revient d'un long travail qu'elle fait depuis quasiment 2 années donc dans cette région, donc pour nous en parler. Quelle belle transition, merci Ali. Bonsoir à tous. En fait, le travail sur Beni Walid est quelque chose qui n'était pas immédiat. J'ai commencé à travailler en Libye et sur la Libye sans avoir ce point d'entrée particulier. C'est au fil des mois et parce que j'avais aussi des contacts qui me permettaient de le faire que je me suis décidée à me focaliser davantage sur la ville de Beni Walid et sur la tribu Warfalla plus largement. Le papier donc, pour la revue Moyen-Orient était centré sur Beni Walid et ce soir j'aimerais en fait utiliser ce point d'entrée-là et essayer d'élargir pour donner une idée aussi de en quoi ce qui se passe à Beni Walid donne des indications ou des éclairages sur ce qui se passe plus largement en Libye. Donc en mettant en avant un certain nombre de thèmes et de dynamiques qu'on voit à l'œuvre sur le terrain. Je suis allée pour la première fois en Libye fin 2012, je n'ai jamais mis les pieds avant. C'est une lacune, mais bon, on peut pas. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'impact. Et je suis retournée très régulièrement. Et le dernier séjour à Beni Walid, qui était très bref, était la dernière semaine de janvier. Donc là, je reviens tout juste. Initialement, l'intérêt pour Beni Walid, pourquoi s'intéresser à Beni Walid alors que personne ne s'y intéresse et personne n'en parle? Le point d'entrée, c'était en fait parce que Beni Walid a une dimension symbolique très forte en Libye. Elle apparaît, bien sûr, d'abord, c'est considéré comme le fief, comme le berceau de la tribu Warfalla, qui est une des principales tribus en nombre, en tout cas dans le pays, qui est en fait présente sur tout le territoire, avec des concentrations importantes, bien sûr, à Beni Walid, mais aussi à Benghazi, à Tripoli, à Sirte ou à Sebha, par exemple, dans le sud. C'est également une des tribus qui a été considérée à partir de 1973 comme l'un des piliers du régime. Essentiellement du fait de la présence de nombreux éléments Warfalla dans l'appareil de sécurité et aussi dans l'administration dans une moindre mesure. L'intérêt pour Beni Walid également parce que c'est l'une des dernières villes qui, en 2011, a combattu contre les forces révolutionnaires et contre les forces de la coalition jusqu'après la chute de Tripoli et jusqu'à la mort de Muammar Kadhafi. Et donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre la situation sur le terrain et comprendre aussi la perception que les gens de Beni Walid et plus largement les gens de Warfalla peuvent avoir des évolutions et des transformations qui se sont produites depuis 2011. Il y a déjà une chose qu'il faut préciser, je pense, quand on s'intéresse à Beni Walid et à la relation entre Beni Walid et Warfalla. Certes, Beni Walid est considéré comme le berceau et le fief, mais que ce soit dans l'Est ou dans le Sud du pays, il y a énormément de membres de la tribu Warfalla qui ont pris position, qui ont combattu et qui ont pris position pour la révolution. Donc déjà, il faut nuancer un peu cette idée de une tribu, une position et une position unifiée. Un des symboles, c'est par exemple justement la personnalité de Mahmoud Jibril dont parlait tout à l'heure Ali, qui était un des symboles et un des principaux responsables du Conseil national de transition. Donc ça, c'est une première nuance. Mes premiers séjours en fait à Beni Walid, qui ont été rendus possibles parce que simplement j'avais une connexion avec une famille sur place qui était très proche du conseil social des tribus Warfalla, qui est en fait l'organisme de régulation sociale en fait de la tribu au niveau local, qui m'a introduite dans la ville, chez qui je réside quand j'y vais et qui donc me facilite les contacts. D'autant plus étant une femme, c'est assez difficile, arrivant de l'étranger, étant française au demeurant, et une femme, d'arriver à Beni Walid et de faire du terrain tout à fait librement, comme j'avais pu le faire ailleurs dans d'autres contextes. Donc ça, c'était une des choses principales. Et une des choses qui est très marquante quand on regarde les positions et ce qui s'est passé dans la ville dès 2011, c'est qu'il y a eu des divisions profondes en fait dans la ville. Contrairement à l'image qu'on a de l'extérieur ou qui a été véhiculée aussi par les médias de Beni Walid, fief pro-Kadhafi et point.
Il y a eu, en fait, dès le début des manifestations en février 2011, des petits groupes, une minorité, mais de gens qui ont manifesté, qui ont cherché à se rallier aux forces révolutionnaires qui combattaient ailleurs dans le pays. Très rapidement, ces petits groupes-là ont été réprimés et ont été contraints à quitter la ville. Et ce qui a laissé une trace très très profonde en fait parmi les habitants, avec une fracture assez profonde entre familles, parfois au sein même de même famille, avec des gens qui ont été contraints de partir et qui jusqu'à aujourd'hui, même si la situation a évolué depuis fin 2012, vivent à Tripoli ou dans d'autres villes, voire à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose, là aussi. Au-delà de l'image de Beni Walid qui agirait comme un bloc de manière unifiée, il faut tout à fait nuancer ça dès le début. Ce qui s'est passé, donc, je ne peux pas entrer dans les détails ici, mais au cours de l'année 2011 et puis l'année 2012, a donc aiguisé et renforcé les divisions et les tensions au sein de la ville et s'est, entre guillemets, cristallisé autour de la formation de leadership concurrents, avec une compétition au niveau des élites locales pour le contrôle de la ville et pour le contrôle à la fois du corps social, mais aussi la maîtrise des relations avec l'extérieur. Relations avec le pouvoir central de Tripoli lorsqu'il y en avait un, et relations avec l'extérieur plus largement. Ça, c'est quelque chose que j'explique un peu que j'essaye de décrire un peu dans l'article, avec à une époque une sorte de rivalité entre le conseil local, le Majlis Mahalli, qui avait été nommé par Tripoli pour représenter en fait l'État et pour servir d'intermédiaire entre le gouvernement et le niveau local, et le Majlis al-Ijtima'i li Kaba'ir Warfalla, qui est en fait l'organe de représentation et de régulation sociale qui représente les différentes tribus Warfalla. Le conseil local était était considéré comme pro-révolutionnaire puisque nommé par Tripoli, donc très peu légitime dans la ville. Le Majlis Ijtima'i, avec beaucoup plus de poids au niveau social, parce que justement, du fait de sa composition et du fait de la représentation des différentes branches de la tribu Warfalla au niveau de la ville. Ces divisions-là sont restées très profondes, perdurent d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, même si dans une moindre mesure. Et elles ont été un petit peu, diminuées par le second traumatisme profond qu'a vécu la ville en ville en octobre 2012, autour de ce que les gens de Beni Walid se remémorent en permanence comme la décision numéro 7, qui est en fait une décision prise par le Congrès national, qu'on appelle communément le GNC, d'autoriser l'intervention, l'entrée par la force dans la ville pour récupérer et pour arrêter des personnes qui étaient considérées comme personnes recherchées parce que ayant participé à l'assassinat de révolutionnaires de Misrata, par exemple, et aussi de gens qui étaient considérés comme dignitaires de l'ancien régime. En octobre 2012, donc, il y a un siège de la ville pendant 3 semaines, une violence très forte exercée par des miliciens, en particulier de Misrata, mais cette violence est exercée sous couvert en fait, de l'autorité de l'État, ce qui ensuite a un impact extrêmement fort et désastreux jusqu'à aujourd'hui sur les relations entre la ville et les autorités centrales à Tripoli, qui considèrent que l'État, ou le nouvel État, a légitimé en fait, et a autorisé le recours à la force dans ce qui s'apparente à une guerre tribale plus qu'à l'exercice du pouvoir de manière juste vis-à-vis de tous les citoyens. Ces séquelles-là, en fait, de ce qui s'est passé en 2011-2012 restent très profondes et il faut les inscrire dans un cadre plus général qui est un cadre, comme l'expliquait Ali, d'un clivage profond entre vainqueurs et vaincus, ou en tout cas ceux qui sont perçus comme les vainqueurs de la révolution et ceux qui sont perçus comme les vaincus. Beni Walid, en quelque sorte, vient symboliser ces communautés qui ont été vaincues. Ça a un impact très profond parce que ces communautés se sont trouvées isolées, géographiquement dans le cas de Beni Walid même, marginalisées politiquement. On a parlé tout à l'heure de la loi d'exclusion politique qui a aussi qui a eu un impact très fort, et dans certains cas réprimé. Pendant l'année 2011, 2012 et même après, les gens de Beni Walid avaient de grandes difficultés à quitter la ville et à sortir, parce que s'ils étaient contrôlés à un checkpoint et que sur leur carte d'identité, il était écrit qu'ils venaient de Beni Walid, ils pouvaient tout à fait être arrêtés. Donc il y avait cette crainte en fait, d'arrestation liée à l'identité et à la provenance. Plus largement, cette situation en fait, de polarisation entre vainqueurs et vaincus a eu un impact très fort, en tout cas c'est comme ça que je le vois, sur le processus de transition politique tel qu'il a été imaginé et conçu à partir de la déclaration constitutionnelle d'août 2011.
ça a mis en place un système, ou en tout cas un processus, duquel une grande partie, en tout cas une partie considérable, significative de la population libyenne et des citoyens ont été de fait exclus du processus de reconstruction. Donc tout le monde disait il faut construire de nouvelles institutions, il faut reconstruire l'État libyen, mais de fait, Beni Walid, mais ce ne sont pas les seuls, d'autres communautés qui étaient perçues comme proches de l'ancien régime ont été totalement mises à l'écart et isolées de ce processus-là. On ajoute à ça aussi le nombre important de Libyens qui ont dû se réfugier à l'étranger après 2011. Il est très difficile, il y a beaucoup de polémiques sur le nombre de Libyens présents à l'étranger. Je pense qu'il est difficile de mesurer, surtout par exemple pour ceux qui sont en Tunisie, parce que les gens entrent et sortent plus ou moins librement et qu'il n'y a pas de calcul. Mais en tout cas, que ce soit en Tunisie, en Égypte, à Malte, en Jordanie ou dans d'autres pays même européens, il y a quand même beaucoup de Libyens qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Et qui de fait, eux aussi, se sont retrouvés en dehors de ce processus de reconstruction des institutions. Pour moi, c'est un point majeur. Comme le disait Ali, il est difficile d'envisager la reconstruction d'un État ou des institutions sans avoir un processus qui soit réellement inclusif. La deuxième chose qui a été centrale, c'est aussi la manière dont ce processus de transition a été focalisé sur les élections. C'est-à-dire qu'on a voulu, et la communauté internationale a aussi poussé à ça, organiser le plus rapidement possible des élections. Et elles ont eu lieu en juillet 2012. Et sans avoir au préalable vraiment initié, en tout cas pas de manière sérieuse, un processus, 1, de dialogue national, 2, de réconciliation, avec tout ce qui s'ensuit, bien sûr, en termes de justice transitionnelle. C'est-à-dire que le pays est allé à des élections, avec une partie de la population qui était exclue, et sans avoir entrepris ce travail de rétablir le dialogue et le contact entre les communautés. Ce qui a également été quelque chose de très significatif et qui a causé, à mon avis, une autre fracture majeure. Parce qu'il faut garder à l'esprit que tout ça donc, se produit dans un contexte où il y a encore de très nombreux prisonniers qui sont dans des endroits où on ne sait pas où ils sont, de gens qui sont encore disparus, plus les gens de l'étranger. Donc ça aussi, c'est quelque chose de problématique. Beni Walid a fait le choix en 2012 de participer aux élections. Les 2 personnes qui ont été élues comme députées de la ville se sont trouvées exclues sous le coup de la loi d'exclusion politique, ce qui a encore renforcé les récriminations de la ville par rapport au pouvoir central en disant on participe aux élections, la population élit 2 personnes et après coup, ces gens-là sont exclus et on nomme à leur place ceux qui sont arrivés en 3e et 4e position qui se trouvent être pro-révolutionnaires. Donc ça a délégitimé en fait très largement à la fois les autorités centrales et le processus de transition politique. Bon, le contexte général, c'est que Beni Walid, à partir de 2012, s'est trouvé dans un contexte d'isolement croissant, qu'en parallèle, il y a eu une compétition accrue pour le pouvoir entre les différents groupes considérés comme vainqueurs, compétition qui a été initiée par les élections, mais qui est poursuivie par la suite avec un recours de plus en plus ouvert et de plus en plus profond à la violence. Dans un contexte où, dès le début, la question de la reconstruction de l'appareil de sécurité était un enjeu central et n'a pas été réellement traité. Cet enjeu-là de la reconstruction de l'armée et de l'appareil de sécurité, dans un pays qui sortait d'une guerre civile, pas seulement d'une révolution, est quelque chose qui est central. Ça n'a pas été fait, jusqu'à aujourd'hui, et plus le temps a passé, plus c'est devenu difficile de le faire. C'est aujourd'hui un point qui est un enjeu central du conflit et de la guerre entre les différents groupes coalisés au sein de Karama et les différents groupes coalisés au sein de Fajr libyen. Très brièvement, je voudrais juste revenir sur Beni Walid et sur quelques évolutions, quelques aspects en fait, que j'ai pu constater au cours des terrains récents et qui me semblent très importants parce que c'est quelque chose qui va être un enjeu pour la suite. On voit qu'il y a une question et un enjeu très central de la relation entre le leadership et les citoyens, en particulier les jeunes. Et que la question de la capacité de contrôle social de la part des gens qui sont les représentants légitimes, en l'occurrence à Beni Walid, le Majlis Ejtimaï, le Conseil social, sa capacité à se présenter comme représentant légitime et à exercer son contrôle sur la communauté me semble de plus en plus fragile. Je suis allée, donc là je reviens, j'étais allée auparavant au mois d'octobre, puis en avril, et c'est quelque chose qui est vraiment visible. Que la contestation, même si elle est étouffée et si les gens ne l'expriment pas forcément de manière très visible, devient de plus en plus visible. Aujourd'hui, ce leadership donc, est plus visiblement contesté et très clairement en train de chercher une nouvelle stratégie.
à l'échelle nationale pour se positionner. En l'occurrence, Beni Walid aujourd'hui, qui a fait l'effort de rester en retrait en fait, du conflit entre Karama et Fajr Libya, essaye, et c'est quelque chose qu'on pourrait voir de manière plus claire dans les prochaines semaines, de se positionner en fait comme une sorte de troisième voie et d'arriver avec une proposition qui serait beaucoup centrée en fait sur une sorte de nouvelle coalition des groupes marginalisés, avec un très fort accent mis sur la tribu comme organe de représentation et de légitimité, et qui essaye en fait donc de reconstituer une sorte de corps représentatif à l'échelle du pays qui pourrait se présenter comme légitime et comme une alternative aux deux autres groupes qui sont considérés, en tout cas présentés à Beni Walid, comme de toute façon, c'est tous des gens de février, des gens de la Révolution, qui se font la guerre entre eux. On vous l'avait dit, le résultat est tel qu'on l'avait prédit. Maintenant, la situation est devenue tellement dégénérée qu'il est temps qu'on arrive avec une proposition, une contre-proposition qui fédère avec un véritable projet national centré sur la tribu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. Deux points majeurs qui sont problématiques. Beni Walid, comme la plupart des communautés qui ont été marginalisées, n'ont pas d'armes, et non pas, en tout cas très peu par rapport aux autres groupes qui sont aujourd'hui sur le terrain, et ont aussi un déficit très sérieux de soutien et de reconnaissance internationale, à la différence des autres groupes qui aussi se battent sur le terrain. Et ces deux points-là, en fait, l'absence d'armes et l'absence de légitimité sur le plan international, sont deux enjeux majeurs aujourd'hui. Un autre point, je le dis très brièvement, c'est aussi on observe des dissensions et des tensions croissantes entre le leadership local, à l'échelle de la ville, mais aussi des gens qui sont présents sur le terrain dans le pays, et le leadership présent à l'étranger. C'est très clair pour les gens de Ouad Falla, où le leadership local à Beni Walid est de plus en plus ouvertement en conflit avec le leadership de l'ancien régime, qui est en particulier en Égypte, et qui essaye de plus en plus de se distancier, considérant que les intérêts sont des intérêts divergents et que finalement de suivre le leadership de l'étranger a abouti à nuire aux intérêts de la communauté sur le terrain. Et enfin, deux autres points rapides. De manière générale, en Libye, on voit aujourd'hui qu'il y a un véritable enjeu autour de la légitimité de la représentation. Et on le voit aujourd'hui sur le dialogue qui est mené par les Nations Unies, sous l'égide des Nations Unies, qui est légitime pour représenter et qui est reconnu comme tel au sein des communautés. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et l'autre point, c'est aussi, et donc ça implique aussi, quelle sera la capacité des gens qui négocient à faire appliquer un accord, si un accord est conclu. Quelle est leur capacité de contrôle et de contrôle sur leurs troupes. C'est quelque chose qui, dans un contexte de grande fragmentation, est incertain. Et le dernier point, je voudrais juste évoquer rapidement, c'est la situation économique et sociale, qui s'est très profondément détériorée, dans certaines zones en particulier. On parle un peu de la situation, par exemple, des ruptures d'approvisionnement en électricité. On a également des problèmes d'eau qui deviennent de plus en plus fréquents. La situation humanitaire, de manière générale, s'est beaucoup dégradée. Le sud est complètement inaccessible alors que des hôpitaux sont dans un état où les gens n'ont plus accès à aucun soin et plus personne ne peut venir. Beni Walid, pour vous donner un exemple, entre juillet et octobre, a accueilli plusieurs centaines de familles de réfugiés des zones de conflit à Tripoli, Ouad Shafana, Kikla. En l'espace de quelques semaines, il y a eu plusieurs centaines de familles qui ont afflué. Plusieurs centaines de familles en Libye. Contrairement à ce que tu disais, Ali, je ne pense pas que les familles libyennes sont en moyenne de 2 enfants. Moi, c'est plutôt 5-6, ce que je connais. Ce qui veut dire que quand une famille, une cellule familiale avec en moyenne 5 ou 6 enfants doit se déplacer et doit être hébergée d'urgence dans une ville où il n'y a aucune infrastructure, ça provoque des défis très considérables. Et donc ça, cette dégradation de la situation humanitaire a un impact sur la situation sécuritaire. C'est aussi quelque chose qui est visible dans la ville de Beni Walid. Et évidemment, a un impact aussi plus largement politique. On n'a pas parlé, et peut-être pas, je lance juste maintenant, mais la question même de l'islam radical est quelque chose qui, même dans une ville comme Beni Walid, où jusqu'à il y a 4 mois, on nous disait non, 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 chez nous, pas de ça, les choses sont en train d'évoluer. Donc il y a un vrai enjeu et de véritables craintes, en tout cas des défis sur tous ces terrains-là. Voilà, je m'arrête ici, je ne sais pas. Merci Virginie. Donc, comme on voit, en fait, tout est en train de se faire au niveau de la base. Il y a de vraies reconstructions sociales, de représentativité qui ne coïncident pas toujours, en fait, avec ce qu'on voit des enjeux politiques nationaux superficiels. Je voulais juste donner concernant le nombre d'enfants, données de la Banque mondiale. Donc, lorsque Kadhafi arrive au pouvoir en 1969,
le taux de fécondité moyen d'une femme est de 7,5. En 2011, il est de 2,5. Mais c'est probablement les grandes villes, etc. Ben, c'est des données... Alors peut-être, on sait très bien que la Banque mondiale parfois travaille à la louche. Allez, ça peut aller à 3. Oui, bon, ça peut aller à 3. Mais non, moi, c'était... Non, Beni Walid, c'est quand même une région de l'intérieur, etc. Alors... moi, ce que je voulais surtout dire, c'est cette évolution, cette érosion. On n'est plus dans cette... À partir du moment où on n'est plus dans une logique démographique familiale, donc la base de reproduction du système tribal, elle est détruite à partir du moment où la probabilité d'avoir le garçon mâle, qui est la base de ce système, voilà, c'est-à-dire que les gens n'ont plus la stratégie de s'investir dans cela. C'est pour ça que je disais point d'interrogation. Maintenant, on va y revenir dans le débat. Le fait que la base territoriale, matérielle de la structure est disparue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des représentations, des imaginaires qui guident les inimitiés, les alliances et qui sont peut-être reconstruites, comme on le voit au niveau de la tribu de Warfella. En fait, comment les gens essayent de se reconstruire d'autres structures sociales. La revivification de la tribu est une des conséquences de l'anomie étatique qu'il y a actuellement. Et le plus souvent, d'ailleurs, en fait, il s'agit moins de chefs tribaux anciens que de gens qui reviennent dans une trajectoire sociale personnelle, qui reviennent se replier sur la tribu, etc., pour essayer de s'y constituer une base sociale, etc. Bon, justement, moi, ce que j'aimerais, c'est que M. Ma'arache, peut-être, nous ferait ce parallèle entre lui qui a vécu aussi donc, la Libye de Kadhafi, un peu, donc s'il peut justement nous mettre en perspective toutes ces évolutions, et notamment donc, sur le plan politique et social. Oui, bonsoir à tous. Je pense, j'ai un remarque sur ce que M. Ben Saad a dit, que tous les post-révolutionnaires, c'est comme ça, ça passe par la violence, etc., etc. Et pour moi, la notion de révolution ne s'applique pas à la Libye, en fait. Parce que c'est un soulèvement populaire, oui, mais ça ne touche pas à la révolution de loin ou de près. Parce qu'on sait, même les révolutionnaires qui sont luttés contre Kadhafi pendant les 7 mois de lutte armée, ils sont formés à l'appartenance de leurs tribus. C'est-à-dire, les groupes armés de Misrata fait la guerre contre les brigades de Kadhafi en tant que groupe armé de Misrata. De Zintan, pareil. Surtout à l'ouest de la Libye, parce qu'à l'est de la Libye, la situation était réglée dès la première semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit armé à l'est de la Libye, parce que tout l'est de Tobruk jusqu'à Benghazi a tombé dans une semaine après l'intervention française le 19 mars 2011. Donc, toutes les guerres entre les brigades de Kadhafi et les groupes armés des villes sont constituées à l'appartenance tribu, sauf les islamistes. Alors, les islamistes, autour de leur idéologie, surtout le groupe de Belhaj. Le groupe de Belhaj, on sait bien que M. Belhaj a formé le groupe combattant libyen depuis les années 80, qui luttait contre Kadhafi et qui, après, forçait d'exiler en Afghanistan, etc. Donc, même la notion de la révolution ne s'applique pas, à mon avis. Bon, et le clé de le problème libyen, d'ailleurs, ce n'est pas un problème libyen juste, je pense, c'est dans tous les pays arabes. L'État-nation, ça n'existe pas en Libye ou ailleurs. Mais qui a garanti la unité toujours du pays, c'est un pouvoir central, c'est-à-dire l'armée.
quand il y a une armée, c'est les garants de la unité d'un pays. Récemment, l'Égypte démontrait bien, comme M. Abdel Fattah al-Sisi, que c'est qu'il y a en attente de désintégrer l'Égypte totalement par les frères musulmans, donc l'armée est intervenue pour garder la unité du pays. Et cette situation, ça n'existe pas en Libye parce que l'armée, surtout à l'ouest de la Libye, était cassée à 90% par 600 frappes de l'OTAN. Donc, toute l'infrastructure de l'armée libyenne à l'ouest de la Libye était détruite. Heureusement, il reste un peu à l'est de la Libye qui n'était pas frappé parce que l'est de la Libye, comme je dis tout à l'heure, était libéré de Kadhafi dans une semaine. Donc, toutes les infrastructures de l'armée libyenne à l'est restent intactes. Donc, il y a un noyau restant de l'armée libyenne à l'est de la Libye qui permet à Haftar, avec d'autres officiers, d'initier une armée libyenne qui va lutter contre les terrorismes islamistes, surtout à l'est de la Libye et surtout à Benghazi. Donc, le problème, c'est un problème d'État-nation qui n'existe pas. La Libye, on sait bien, c'est un pays tribal. Kadhafi, pendant 40 ans, il est malin. Il a gardé le pouvoir par distribuer certains postes à ces tribus et jouer la rivalité des tribus. On sait bien que Kadhafi, il vient d'une petite tribu. Il ne vient pas d'un grand tribu. Mais il a réussi vraiment de centrer le pouvoir dans ses mains pendant 40 ans facilement par jouer des grandes tribus l'un contre les autres. Et cette situation, même dans la monarchie libyenne, même pendant le régime Kadhafi, l'État-nation ou le state building, ça n'existe pas. Même le processus, ça a besoin beaucoup de générations pour faire ça. Et quand l'armée libyenne a été cassée, on a trouvé tous les pays désintégrés avec 750 milices qui règnent dans tous les pays, sud, est, ouest, etc. Et parce qu'il n'y a pas de processus politique qui a réussi la phase transitoire de la Libye après la chute de régime, donc il y a un vague qui était rempli par les milices elles-mêmes. On sait bien qu'en termes révolutionnaires ou en termes sociaux, que la ville de Misrata, même pendant le régime Kadhafi, était la plus belle ville, prospère. Si on comparait ça avec Ben Walid, considéré qu'un pilier de l'attente de Kadhafi, ça n'a rien à voir, comme peut-être vous constatez ça. Et tous les gouvernements de Kadhafi, depuis 1969 jusqu'à 2011, il y a à peu près 5 ou 7 ministres de la ville de Misrata. Donc là, Kadhafi est très intelligent pour jouer les tribus pour garder le pouvoir. Et quand Kadhafi a disparu, l'armée libyenne a disparu, donc on se trouve dans les mains des milices, c'est-à-dire dans les mains du chaos total, ce qui est la situation exacte en Libye. Donc là, on parle de révolutionnaire, mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec la révolution. Et maintenant, on a en phase des bandes armées qui se luttent contre eux pour le pouvoir. Misrata, parce qu'ils sont très armés, très nombreux, et les mieux armés. Et maintenant, il dit, si Kadhafi il a
une petite tribu qui a régné sur la Libye 42 ans. Donc, on a le droit aussi, nous, de régner plus qu'au Kadhafi. Et je reviens sur l'exemple qui était donné en mai 2012. En mai 2012, alors les milices de Misrata vont revenger un accident dans l'histoire de 1920 avec Warfallah. Parce que Warfallah, à l'époque, il était impliqué dans l'assassinat d'une figure de Misrata qui s'appelle Aswahli. Donc, c'est une revanche tribale qui était tamponnée, malheureusement, par le Congrès dans la fameuse décision numéro 7 pour légitimer l'attaque sur Warfallah qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est une blessure ouverte entre, bien sûr, Warfallah et Misrata. Donc, on a entré dans une chaîne de violence tribale, etc., etc. Et tout ça parce qu'il n'y a pas d'armée nationale capable de garantir la paix entre les tribus. Voilà. Merci. Mais est-ce que l'armée n'avait déjà pas été détruite du temps de Kadhafi, puisqu'elle n'avait même pas les moyens? On sait que, par exemple, l'armée avait des chars sans chenilles. C'est le seul pays qui avait marginalisé son armée, d'ailleurs. Par contre, il y avait des brigades prétoriennes qui n'avaient rien à voir avec l'armée. Donc déjà, ce n'est pas les bombardements, ce n'est pas la situation révolutionnaire. La Libye n'avait plus d'armée depuis très longtemps. Ayant pris le pouvoir par l'armée, il a compris qu'il fallait déstructurer l'armée et c'était des brigades prétoriennes de parentèle, puisque ce sont ses fils qui y avaient, et c'était des structures qui étaient complètement en dehors de l'armée. Donc il faut bien remettre ça aussi en perspective. Et d'ailleurs, le fait tribal a été instrumenté, monté. Je ne suis pas contre le fait qu'il y a une réalité. On vient de savoir que dernièrement, là en Tunisie, il y a une semaine, des petites bagarres dans le sud. On a vu comment, dans les élections tunisiennes, Marzouki, révolutionnaire et tout le tralala, quand même, il y a eu de la mobilisation régionale tribale. C'est une réalité qui est permanente dans le monde arabe. Et jusqu'à quel point elle joue-t-elle un rôle? Point d'interrogation. Moi, je sais que, par exemple, Al-Kadhafi, non seulement avait instrumentalisé, il avait poussé les gens à se retrouver une tribu. Ils ont fait une loi, Al-Jadd al-Wahid, c'est pousser les gens à retrouver le même ancêtre, etc. Si on prend Misrata, Misrata n'est pas une tribu. Misrata est l'une des plus vieilles villes de Libye. Mais, alors, il y a un sentiment local. Oui, il y a un sentiment local. Ce n'est pas une tribu. Il y a un fort sentiment local, etc. Il y a aussi l'histoire. L'histoire Misrata, ça a été la première opposition à Kadhafi, avec les officiers qui ont été liquidés, etc. etc. Non, je ne suis pas d'accord. Écoutez, Misrata, oui, et d'ailleurs, ce n'est pas la seule officier libre qui était avec Kadhafi de Misrata qui était liquidé par Kadhafi. Kadhafi a liquidé à peu près 7 de ses camarades qui ont fait le coup d'État avec lui. Alors, je ne défends pas Kadhafi. Kadhafi, c'est une dictature. Mais je parle de la réalité que je témoigne moi-même. Misrata, tous les gouvernements de Kadhafi depuis 1969 jusqu'à 2011, il y a à peu près entre 5 et 7 ministres de la ville de Misrata, dont le Premier ministre. Donc, on ne peut pas dire que Misrata est opposant à Kadhafi. La réalité, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, quand on dit Zintan a soulevé aussi, c'est la deuxième ville qui est soulevée dans le Jabal Nafoussa, c'est Zintan. Et si on compare entre Zintan, l'infrastructure, etc., avec Misrata, ça n'a rien à voir. Alors, et on parle, Misrata, ce n'est pas un tribu. Mais si, c'est un tribu, c'est plusieurs tribus.
Et maintenant, tous les Misratins, tort ou à raison, ils font la guerre avec eux. Donc, même aujourd'hui, dans les Francs, ils font la guerre eux-mêmes, à l'appartenance tribale. Il n'y a pas une cause nationale qui englobe tout le monde, mais il y a une cause tribale. Et c'est vrai ça pour Misrata, c'est vrai pour Zintan, sauf les islamistes. Les islamistes, ils concentrent sur leur idéologie. On se trouve des éléments de Misrata, de Zintan, de différentes tribus, parce que leur idéologie, c'est l'islam radical. Et ça, le cas du monsieur Belhaj. Monsieur Belhaj, c'est comme ça. Il se trouve des gens qui viennent de l'Est, des tribus de l'Est, de la Libye, il se trouve à 1500 km de Belhaj, mais ils appartiennent à la même idéologie de l'islam radical. Donc, pour moi, la question centrale, c'est l'État-nation. Il n'y a pas d'État-nation. Et ça, c'est vrai pour la Tunisie, pour l'Algérie et pour la Libye. C'est pour des raisons historiques. On sait bien l'histoire de cette région, tout, depuis l'Empire ottoman, etc., etc. Il n'y a pas d'État-nation. Et la Libye, ce n'est pas exception. La Libye, bien sûr, c'est un pays désertique. C'est un pays badouin, donc c'est tout à fait normal qu'il y a une base de société tribale. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas dire que... Et la garantie de l'unité géographique, je parle, c'est toujours une armée très forte. Bon, en armée, c'est vrai, Kadhafi a marginé l'armée nationale, mais il a créé une armée parallèle. Une armée parallèle, bien sûr, tribale, bien sûr. Mais oui, mais tribale, mais intelligent. C'est-à-dire, il a régné en Libye pendant 42 ans et il vient d'un tribu berger chez Aoulad Suleiman. Aoulad Suleiman, c'est la famille de Kadhafi. Elle-même, dans le sud de la Libye, était des bergers d'Aoulad Suleiman, les notables du sud. En revanche, maintenant, Aoulad Suleiman, qu'est-ce qu'il fait dans le sud libyen? Il revient de la Libye aux années 40, où il y a Aoulad Suleiman sur les notables, et ils ont situé le Toubou en 3e degré. Et c'est ça explique le conflit entre Aoulad Suleiman et le Toubou. Parce que la situation a changé maintenant. On ne peut pas, un Toubou libyen, ne peut pas accepter d'être traité au 4e degré par Aoulad Suleiman. Il y a les armes. Il y a son cousin au Niger, au Tchad, qui vient à lui. Et à mon avis, c'est une bombe de retardement. Parce que maintenant, avec la corruption énorme à Libye, on peut acheter tout. On peut acheter les papiers, on peut acheter le passeport dans le sud libyen. Ça ne coûte pas trop cher. Et on se trouve, les Toubous, la dernière nombre de Toubous au sud, c'est autour de 20 000, 25 000. Maintenant, on arrive à 150 000 Toubous qui réclament la nationalité et la régularisation de Libye. Et en plus, que Kadhafi, quand les Touaregs du Mali viennent à Kadhafi, il a constitué une petite brigade de Touaregs, il l'a armé, il a donné les papiers, les biens, etc., etc. Ils font la guerre au Mali. Quand la France est intervenue à Mali, eh ben, il prend refuge au sud libyen, qui sont des milliers de Touaregs qui se trouvent en Libye et réclament leurs papiers, etc., etc. Et ils mènent la violence au sud de la Libye. Maintenant, c'est quotidien. Il y a une guerre tribale entre le Touareg et le Toubou qui n'était pas avant. Et moi-même, j'ai remarqué il y a 37 guerres tribales en Libye depuis 2012. 37.
entre des tribus rivales. Donc, on ne parle pas de... Il y a un vrai manque d'armée nationale. Et tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut régler la guerre par la guerre? Et à mon avis, oui, on peut. Et ça existe en Libye parce que dans ce salade de conflits tribal, il faut former un organe, en armée nationale pour faire taire tous ces bandes rivaux. Et les bandes rivaux, ça, bien sûr, ça mène tout le monde dans le désarroi, dans le problème. Merci, il faudrait qu'on donne la parole. Je crois que, bon, on parle de guerre, on parle d'intervention, on a parlé de l'intervention étrangère qu'il y a eu au début de la Révolution. On discute actuellement de la possibilité ou non d'une intervention étrangère, mais il y a en fait d'autres interventions réelles, celles des puissances régionales actuellement, qui accroissent les conflits, puisqu'on sait, ce n'est pas une spécificité pour la Libye, mais c'est qu'il y a des forces régionales qui exercent leur influence à l'échelle régionale, qui essayent de capter les dividendes du printemps arabe pour asseoir leur influence, et ce sont les mêmes puissances qui agissent en Libye, qui agissent en Syrie, qui agissent au Yémen, etc. Et donc, le rôle de ces puissances régionales est effectivement important. Ce n'est pas seulement celui des États voisins, c'est donc d'États qui sont en train d'essayer de se projeter sur la scène géopolitique internationale à travers la captation donc, des dividendes du printemps arabe. Et là, je passe la parole donc à Pierre pour un peu nous parler justement de la situation en Libye qui ne peut pas s'extraire du contexte régional, d'autant qu'elle est puissance pétrolière et que c'est le plus grand, il ne faut pas oublier une chose, c'est le plus grand marché régional du travail à l'échelle du monde arabe ou du Sahel. Merci. Merci pour cette invitation et pour la parole. Voilà, on avait convenu que effectivement j'allais aborder cette question de l'environnement international et régional de la crise libyenne, à défaut de revenir de Libye, évidemment. Oui, j'ai un mot dans votre débat tout à l'heure sur la démographie. Je pense que c'est assez éclairant justement sur ce que c'est que la Libye, puisque ça va en gros de la Tunisie au Soudan, et que je pense qu'effectivement on n'a pas le même nombre d'enfants dans le sud que dans le nord. Et qu'il y a vraiment un gradient, comme il y a un gradient climatique, il doit y avoir un gradient démographique. Et d'ailleurs, je ne crois pas du tout aux chiffres de l'ONU, parce que on a écrit dans la revue qu'il y a 800 000 Toubous. Monsieur vient de dire qu'il y en a 25 000, qu'aujourd'hui il y en aurait 150 000. La vérité, c'est que les dictatures, elles ne font pas des référendums et elles ne font pas ni des études économiques et sociales, etc. Et donc les chiffres sont, à mon avis, extrêmement aléatoires. Et parenthèse, c'est Kadhafi lui-même qui a naturalisé des Touaregs, qui a naturalisé des Toubous, et le chef d'état-major de l'armée Azawad au Mali était un colonel que j'avais interviewé moi-même à Sebha, donc une autorité libyenne. Donc on ne peut pas dire que c'est un retour de bâton, c'est Kadhafi lui-même qui... voilà. Bon. Voilà, donc on est dans une situation où il faut avouer... il faut avouer qu'on est face à une grande complexité. Vous avez vu que le titre de la revue, parce que quand même il faut faire un peu de commerce, on l'a appelé, c'est pas moi d'ailleurs, hein, on l'a appelé cette revue de la révolution au chaos. Et les deux intervenants précédents ont dit qu'il n'y avait ni chaos ni révolution. Alors vous voyez que ça veut dire qu'on est d'accord sur pas grand-chose, parce que cette complexité, au fond, on la retrouve dans tous les domaines. On est face à une situation intérieure qui se recompose. En permanence avec des groupes qui sont nombreux. D'ailleurs, il y a un listing très impressionnant des milices avec des effectifs, etc. J'imagine que c'est un moment T de l'histoire et que ce n'est déjà plus le cas tout à fait de la même manière aujourd'hui. Recomposition donc des groupes islamistes, djihadistes, changement d'alliance, changement aussi des alliances extérieures, pas seulement des alliances intérieures. Donc
Autre piège aussi, c'est de suivre au quotidien ce qui se passe, parce qu'il y a un événementiel au fond très chargé. Si on regarde comme ça ce qui sort dans les dépêches d'agence, alors il y a des attentats, il y a une offensive par-ci, un meeting ou une conférence par-là. La cartographie des alliances, là encore, la cartographie d'ailleurs du pays qui est bien faite dans ce numéro et qu'on trouve aussi d'ailleurs dans les grands journaux actuellement. On a fait beaucoup de progrès en cartographie depuis les printemps arabes, heureusement. On voit que cette cartographie, elle est tout aussi mouvante. De même que la géographie du pétrole change pratiquement quotidiennement, la géographie de l'exportation et donc la géographie des revenus de ce pays. Donc on est dans une situation au fond relativement obscure qui s'explique aussi par l'immensité de ce pays. Parce que non seulement il fait 1,7 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus de 3 fois la France, mais en plus il est ouvert il n'est pas fermé nulle part. Il est ouvert sur des espaces sahariens de tous les côtés, vers le Tibet au sud, vers le Sahara algérien, vers le Sahel, vers l'Égypte, vers la Méditerranée aussi. Il y a pas on passe directement sans transition du désert à la mer parfois. Donc on est vraiment dans une situation où même si, comme ma voisine, on peut se rendre ponctuellement dans ce pays, on est quand même aveugle, je pense, sur des grandes régions qui ne doivent pas être fréquentées, et notamment dans le Grand Sud. J'ajoute que comme on n'est quand même pas tout à fait dans une situation de chaos et de guerre ouverte, on est quand même dans une situation, j'imagine, de désinformation, de guerre médiatique qui se joue, à laquelle se livrent les différents groupes en présence via Internet, les médias, les télévisions, etc. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de propagande, beaucoup de sources. Que valent-elles? J'imagine bien sûr que beaucoup d'informations qui sont délivrées à gauche ou à droite, ou par des services occidentaux, ou par des services algériens ou égyptiens, sont tout à fait sujets à caution. Ils ne donnent que ce qu'ils veulent, et peut-être donnent-ils d'ailleurs des choses plus ou moins exactes, évidemment. Donc, ce qui est sûr, c'est que la situation est grave. Parce qu'au fond, même si effectivement à long terme il y a des raisons d'espérer, parce que c'est un pays riche, parce que elle est quand même grave et dangereuse, d'autant plus pour les Européens que cette fois-ci, c'est directement les rivages de la Méditerranée qui sont affectés. C'est pas même la Syrie, vous me direz, c'est un rivage méditerranéen, mais il y a quand même la barrière du pays alaouite, il y a la barrière du Liban. Là, cette fois-ci, c'est tout droit. Hein, c'est comme un porte-avions avancé en Méditerranée, la Libye, un immense porte-avions, d'ailleurs, avec des implications, comme on le voit aujourd'hui, sur la circulation humaine notamment. Et puis, à l'est et à l'ouest, deux grands alliés de l'Europe aujourd'hui et des États-Unis dans la guerre contre le djihadisme, qui s'appellent d'un côté l'Algérie et de l'autre l'Égypte de Sisi, qui sont eux-mêmes, je veux dire, ce sont des alliés, mais qui ont leurs propres difficultés, sur lesquelles c'est pas le lieu d'en revenir. Mais enfin, qui dirige aujourd'hui l'Algérie? Première question. Deuxièmement, quelle est la force de Sisi à contraindre la société égyptienne? Autre question. Voilà, donc le seul point commun, c'est que ce sont des républiques militaires arabes, ce sont les rescapés post-printemps arabe qui se sont reconstruits ou qui ont survécu, qui sont alliés à Bachar, mais au fond, même si Bachar évidemment a d'autres chats à fouetter en ce moment, tout ça quand même introduit à la fois une grande confusion et quelques certitudes et idées générales que je vais essayer, au moins auxquelles je vais essayer de me raccrocher dans cette petite présentation. Rassurez-vous, ça ne sera pas long. Alors, je n'ai pas les mêmes certitudes que mon collègue politologue, parce que j'ai toujours du mal en histoire avec les modèles, même si je reconnais que ta présentation est très pertinente sur ce que c'est qu'une révolution, les acteurs, etc. Mais disons que je vois les choses malgré tout un peu différemment. Donc je vais me raccrocher à quelques héritages historiques. De toute manière, on n'aborde pas la même chose, puisque moi je vais plutôt parler de l'insertion internationale. Alors d'abord, cette insertion, cet environnement international et régional, du point de vue de l'histoire, remontons donc à la période de Kadhafi. Ça a toujours été problématique. Ça a toujours été problématique parce que la Libye de Kadhafi a voulu mener et a mené une politique de puissance. Parce qu'elle était riche,
Au fond, elle est plus facile à comparer au Qatar, avec 1000 guillemets, qu'à l'Égypte, parce que c'est un pays pétrolier très riche et qui a une faible population. Mais de surcroît, il est doté d'un très grand territoire avec des frontières ouvertes sur de nombreux espaces très différents, vers l'Afrique, vers le Maghreb, vers l'Égypte, vers la Méditerranée. Donc, et la Tunisie, évidemment. Donc c'est un pays qui à l'époque de Kadhafi a eu des... Bon, alors Kadhafi en plus étant lui-même impulsif et ayant à plusieurs reprises changé totalement de ligne politique, pro-africain, pro-arabe, pro-berbère, pro-ceci, cela, pro-soviétique, etc., allié à la fin des Occidentaux, après avoir été leur ennemi. Donc ces changements de ligne ont évidemment entraîné des tensions avec ses voisins. Tensions d'abord avec le Maroc, pour commencer, puisque il y a eu Hassan II a dû gérer Kadhafi, qui aidait le Polisario à un certain moment. Ensuite, il s'est réconcilié, puis s'est à nouveau brouillé avec lui, etc. Bon, tension avec l'Algérie. Parce que, évidemment, avec Boumedienne, ça n'a pas non plus toujours été simple. Il y a eu, au moment des années 90, pendant la guerre civile algérienne, une sorte de connivence objective entre les deux États qui avaient le même ennemi. Mais au fond, les relations sont restées quand même assez froides et une grande méfiance en provenance d'Algérie envers ce voisin difficile à contrôler. Idem avec l'Égypte, parce qu'au départ, on a un colonel nassérien qui devient totalement incontrôlable et qui finalement accuse les nassériens d'Égypte d'être pro-occidentaux. La guerre avec le Tchad, au sud, quand même, dans les années 80, entre 78 et 87, une guerre très dure d'ailleurs menée contre les Tchadiens et les Français, qui a entraîné donc des tensions avec les Occidentaux, déclenchant un embargo entre 92 et 99. Seule, au fond, la Tunisie de Ben Ali a maintenu en quelque sorte le fil et le contact pratiquement durant toute la période Ben Ali, qui est quand même assez longue, entre 87 et 2011. Et au fond, la Tunisie a été une sorte d'interface avec l'extérieur, avec la Libye, entre la Libye et le monde extérieur. Trop petite pour s'opposer à la Libye, elle n'en était pas moins nécessaire à ce pays, et elle lui a servi, encore une fois, d'interface, notamment pendant l'embargo. Pendant l'embargo, pratiquement tout entrait et sortait de Libye par le sud tunisien, et elle a joué naturellement à nouveau ce rôle pendant la Révolution. Les Libyens ont eu pour réflexe de se précipiter notamment les kadhafistes, pour échapper à la révolution dont on a parlé. Ils se sont précipités, et pas seulement eux, les victimes de la guerre, des tensions, des combats, les berbères et tout un tas de groupes ont circulé ou se sont réfugiés dans ce petit pays. Ce petit pays tunisien qui est le contact donc de la Libye avec l'Europe, avec le monde francophone, parce que les Libyens, ils parlent la même langue que les Tunisiens, et c'est vrai qu'ils sont très francophones, donc il y a cette interface on a la chance d'avoir aujourd'hui un collègue, un journaliste libyen qui est francophone, mais dans l'ensemble, les Tunisiens jouent ce rôle d'interface non seulement linguistique, mais aussi marchand, surtout, aussi intellectuellement. C'est vrai que proportionnellement, en France, il y a très peu de gens qui travaillent ou qui ont travaillé sur la Libye, et du coup, les Tunisiens, là aussi, faisaient jouer ce rôle en quelque sorte. Échange de services, de biens, enfin il y a vraiment eu quelque chose qui s'est... Bon. Alors depuis la Révolution de 2011, on a hérité de cette situation difficile et tendue avec les voisins, à l'exception donc de la Tunisie. L'Égypte et l'Algérie, évidemment, sont particulièrement concernés par ce qui se passe dans ce pays. Ils se sont un peu repliés au début de la guerre internationale menée en Libye, craignant le pire, et ce pire d'ailleurs étant en train d'advenir du point de vue des États algériens et égyptiens. On sait que l'Algérie a été extrêmement hostile, et le mot est faible, furieuse de l'intervention française, notamment en Libye, qu'elle a été à la tête des États africains le pays le plus opposé, prévoyant une véritable catastrophe et criant au néocolonialisme et à la première intervention au Maghreb depuis la guerre d'Algérie, etc. Donc il y a vraiment eu une grande hostilité.
d'autant plus que rapidement, ça s'est traduit par des problèmes pour l'Algérie et pour ses voisins. La chute de Kadhafi, ça a été un afflux d'armement, une circulation de combattants dans la région, une réactivation des frontières, parce que Kadhafi, en dépit de tout, il avait quand même un contrôle de son territoire. Et pour l'Algérie, évidemment, en janvier 2013, Ain Amenas, c'est directement un fruit de la révolution libyenne, et c'est directement le résultat de cette guerre. D'ailleurs, les commandos venaient, ils sont plus ou moins repartis d'ailleurs en Libye. Et puis, alors, de surcroît, aujourd'hui, il y a quand même, la Libye n'est pas un foyer peut-être djihadiste, mais en tout cas, il y a des foyers djihadistes ou des bases d'entraînement. J'en dirai un mot tout à l'heure, même si évidemment, je n'y suis pas allé avec un micro-trottoir, mais enfin, à lire les rapports quand même d'un certain nombre de pays occidentaux, de services occidentaux, on peut quand même penser qu'il y a quelques vérités là-dessous. Donc l'Égypte et l'Algérie, elles essayent aujourd'hui d'éviter l'embrasement de ce pays, et au fond, elles ne peuvent pas être indifférentes. Elles sont obligées, non pas d'intervenir, même si elles le font très ponctuellement, mais en tout cas d'intervenir politiquement, diplomatiquement et parfois militairement, mais en tout cas, elles sont obligées de surveiller cette situation. Alors, la Tunisie, elle reste un pays tout aussi concerné, mais d'une manière différente. D'abord parce que la Tunisie, même s'il y a eu quand même, semble-t-il, des opérations conjointes menées contre certains membres d'Ansar el-Sharia, la Tunisie poursuit l'histoire antérieure. La révolution libyenne a entraîné donc l'afflux probablement d'1 million de personnes dans le sud tunisien. C'est ce que disent en tout cas les Tunisiens, au niveau de l'État, je veux dire. Ensuite, il y a eu un reflux, puis il y aurait à nouveau probablement plusieurs centaines, alors ils disent 1 million, j'en doute, mais il y a quand même probablement plusieurs centaines de milliers de Libyens qui sont toujours dans le sud, des Kadhafistes, des révolutionnaires, des personnes aisées fuyant la guerre. Bon, deuxièmement, afflux de marchandises, de commandes, de biens. Enfin, c'est plutôt des achats que des exportations de marchandises d'ailleurs. Les Libyens touchent de l'argent. Les Libyens de l'étranger en Tunisie, jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup d'argent dans les caisses, touchaient, d'après les Tunisiens, 1 000 $ par personne, de sorte qu'il y a eu des achats de cette population, influence sur le marché local, sur l'immobilier, énormément d'achats pour Tripoli et pour l'intérieur de la Libye, dans tous les produits, médicaments, alimentaires et autres, voitures, etc. Ce qui a entraîné en fait, ce qui explique que la Tunisie ne s'est pas effondrée économiquement après la Révolution. Pourquoi est-ce que la Tunisie a toujours maintenu sa croissance positive par rapport aux pays de l'Est? En grande partie à cause de ça. Alors, comme je dois accélérer, qu'il me reste 3-4 minutes, oui, je comprends bien. Le Tchad, lui, évidemment, au sud, est extrêmement méfiant vis-à-vis, il a une expérience, je dirais, et Idriss Déby est très vigilant. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un triangle sécuritaire autour de la Tunisie. Il y a le Tchad, l'Algérie et l'Égypte, de sorte que quand même, il y a... Alors, ce problème, c'est qu'il y a des trous dans le système. Parce que, bon, ces trois pays sont très présents, très actifs, ont des armées performantes. Ils sont alliés aux États-Unis, à la France notamment, aux Émirats arabes unis. Il y a un certain nombre de pays qui sont sur la brèche. Bon, derrière l'Égypte de Sisi, on observe un changement d'alliance assez récemment. Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je vais finir ma phrase après, mais une incise pour dire qu'il y a quand même la question du sanctuaire djihadiste n'est pas totalement fantasmatique. Il y a un moment que le Canard enchaîné, en publiant ces fameux rapports de la DGSE ou de je ne sais qui, a dénoncé ou a dit, en tout cas a déclaré la présence de camps d'entraînement dans le sud. Il y a la question du transit vers le Mali, dans un sens et dans l'autre, vers le nord Niger. Ain Amenas, c'est pas non plus une vue de l'esprit. Il y a Darna qui s'est revendiqué de l'État islamique, absolument. Voilà, bon, mais enfin, ça, c'est quand même le cas. Benghazi centre, je ne sais pas. Misrata, là, on n'est plus tout à fait dans cette configuration. Bon, il y a quand même, en tout cas, des alliances des forces qui dirigent Tripoli aujourd'hui avec Ansar el-Sharia. Ansar el-Sharia elle-même a des alliances très compliquées. Bref.
Ça a entraîné des interventions ponctuelles de l'Algérie, de la Tunisie, des États-Unis et de l'Égypte. Il y a quand même eu des opérations militaires pour aller chercher tel type, pour aller bombarder tel truc. Bon, donc ça veut dire quand même qu'ils prennent ça très au sérieux. Derrière l'Égypte, il y a aujourd'hui l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, on veut dire qu'il y a quand même un système d'alliance régionale qui se met en branle. En face, du côté du gouvernement, alors il y a le gouvernement de Tobrouk, Haftar, bon, vous lirez la revue, vous saurez tout. Mais en face, il y a donc le camp de l'aube de la Libye, Fajr Libya, qui elle-même a ses propres alliances internationales. Misrata et Tripoli ont des alliances, et le triangle avec Benghazi ont des alliances du côté de la Turquie, ont des alliances du côté du Qatar, ont des alliances donc complexes qui circulent par la mer, le Soudan, par la mer, et puis aussi par le sud, parce que par le sud, il y a des choses qui circulent aussi, notamment via les régions Touareg, via le Niger, via le Mali. Et ça, Boko Haram, ça vous a pas échappé, n'est pas non plus très loin au fond. Donc il y a quand même toute une ceinture de feu très complexe qui traverse le pays. Il y a des poches, il y a des courants de circulation dans cet immense espace. Et voilà, de sorte que les deux camps qui se partagent grossièrement le territoire libyen, même si ce n'est pas si simple, je suis d'accord, malgré tout, ont des prolongements vers l'extérieur. Alors est-ce que c'est l'inverse ? Il y a une interaction entre ce qui se passe en Libye et ce qui se passe sur la scène moyenne-orientale et africaine de l'autre. Il y a un vaste théâtre, au fond, régional et qui se prolonge avec ses alliances internes et externes. Pour terminer, il faut dire que la Libye, c'est pourquoi tout ça en Libye ? Parce que c'est un verrou géographique capital entre au port du Moyen-Orient, entre le Maghreb et le Moyen-Orient, entre l'Afrique et la Méditerranée, et que du coup, c'est un sas de passage, de circulation, dont on voit les prolongements par notamment l'immigration clandestine sur les bateaux. Ils partent de Libye parce que, effectivement, quand on va du Tchad à l'Europe, on passe par la Libye aujourd'hui, et c'est même très logique d'un point de vue géographique. J'allais dire aussi... J'allais parler du pétrole, je n'ai pas le temps, mais je vais quand même finir, par une conclusion. Est-ce que bon, il y a la question des revenus du pétrole qui s'effondrent. Est-ce que c'est une chance ou un risque ? Est-ce que c'est une chance parce que ça oblige les négociations à avoir lieu en ce moment sous l'égide de l'ONU à Genève et que ça va déboucher sur quelque chose? Ou bien est-ce que c'est un risque parce que ça va rendre les parties en présence affamées et plutôt que de se négocier pour faire venir du pétrole, ils vont aller chercher par les armes les richesses sur d'autres territoires, dans les tribus voisines, etc. Ça, c'est une vraie question. En tout cas, le résultat, c'est que pour l'instant, c'est un trou noir, non pas au sens où c'est la destruction générale, c'est simplement, on est aveugle sur ce qui se passe, c'est une situation dangereuse dont personne ne peut s'exonérer et se désintéresser. Il y a une sorte de ceinture de feu sécuritaire qui a été mise en place. Je te rassure, c'est le dernier feuillet. Voilà, donc ce cordon sanitaire, il est certain qu'il est nécessaire parce que la Libye a la capacité de déstabiliser ses voisins, de porter la guerre en leur sein. L'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Sahel ne sont pas des régimes ad vitam aeternam solides et unifiés, stables. Donc, les risques de contamination ne sont pas nuls. Et je termine donc par une question. Est-ce que les alliés des frères musulmans, comme en Tunisie, les alliés, oui, des frères musulmans, comme en Tunisie, vont prendre leur part dans le combat contre les ferments d'État islamique ou de djihadisme, contre Ansar al-Sharia? Ou bien, à l'inverse, est-ce que les ferments d'État islamique vont trouver, comme en Irak, l'alliance des anciens kadhafistes, qui sont ici pas des saddamistes, mais des kadhafistes, et peut-être des Toubous? Pourquoi les Toubous, au bout d'un moment, ne changeraient pas d'alliance? Auquel cas, ce serait assez catastrophique. Donc, même si, effectivement, on n'est pas encore aujourd'hui dans le chaos, on n'y sera peut-être jamais, mais l'alerte est rouge quand même. Parfait. Donc, je voudrais passer la parole à la salle. Alors, on ne va pas répondre à chaque question, on va plutôt les regrouper. Et s'il vous plaît, c'est vrai qu'on va beaucoup apprendre de vous, mais poser plus des questions que de faites de commentaires. Merci. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, en fait, 20 minutes pour le débat, mais ça ne devrait pas vous intimider
Je vous le passe après. Allez, présentez-vous si possible. Hein. Thomas Loupias, étudiant de Pierre Vermeuren à Paris 1. Je travaille sur la biographie de Idriss Ier. Et je voudrais savoir ce qui reste aujourd'hui de l'héritage monarchique. Est-ce qu'il est encore convoqué par certains acteurs, et notamment la figure du roi lui-même? Et si oui, lesquels, globalement? Vous avez parlé de la destruction, en fait, qu'il n'y avait pas d'État-nation en fait dans les pays arabes. Je voudrais savoir si c'est universitairement, d'un point de vue universitaire, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même discuté, contesté, le fait que les pays arabes n'aient pas été des États-nations. Voilà. Je voudrais savoir si c'est une controverse à l'intérieur de l'université. Oui, une petite question, Louis Racine. Je voudrais savoir si les voisins de la Libye n'étaient pas les meilleurs ennemis de la paix en Libye. Parce qu'on voit par exemple que l'Égypte soutient un camp, le Soudan un autre. Donc voilà. L'Algérie a une position ambiguë. Donc voilà, c'était ma question. Bonjour. Est-ce que vous savez quelque chose de l'évolution de la société civile en Libye? Parce qu'on sait qu'il y a des regroupements de citoyens qui se sont créés pendant la Révolution plutôt à des fins humanitaires et qui ont voulu se pérenniser. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vais donner d'abord la parole à mes camarades et je parlerai ensuite. Peut-être une dernière question. Oui. Qui sont les révolutionnaires en Libye? Question, hein. Ils sont là. Il y a une grande partie qui sont payés par l'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire être révolutionnaire? Il n'y a pas de révolution, c'est n'importe quoi. Dès le début. Bon, alors, on va commencer à répondre, puisque Pierre, je ne sais pas pourquoi... oui, alors je ne sais pas pourquoi Pierre s'est évaporé. Je commencerai par... vous répondez aux questions auxquelles vous avez envie de répondre. Bon, la première question pour les Sanoussi, là, qui posaient les questions, c'est vrai, il y a une figure de la Tunisie qui se trouve à Londres, mais le problème avec lui, il n'est pas vécu en Libye. C'est l'héritier. Hein. L'héritier, on parle de l'héritier de la monarchie en Libye, mais le problème, il est né en Libye, c'est vrai, mais il a fait toute sa vie à Londres. Donc, il a coupé tous les liens avec la Libye. Ça fait très très longtemps et je pense maintenant c'est très difficile pour lui d'établir les mêmes liens traditionnels lorsque le confrérie Sanousite, c'est aussi des réseaux sociaux liés avec la façon religieuse. Donc c'est vrai, il a perdu la base sociale religieuse de la confrérie Sanousite. Mais il y a beaucoup de gens en Libye qui respectent la monarchie en Libye. Il y a même des voix qui appellent à adopter la constitution, la dernière constitution de la monarchie libyenne qui était validée en 1963 avec un État simple, qui passe d'un État fédéral à l'État simple. Et il y a beaucoup d'intellectuels, même libyens, qui proposent la solution pour finir avec cette histoire de légitimité, etc., de revenir à la constitution de la monarchie libyenne de 1963. Et moi-même, je pense que c'est une bonne solution. On revient à la monarchie constitutionnelle. C'est 1000 fois mieux que la situation actuelle. Voilà, donc voilà.
D'autres questions sur qui a les révolutionnaires en Libye. Et c'est certaines questions, c'est une question très importante. On sait bien par les chiffres, les gens qui participent au combat contre les brigades de Kadhafi, ils ne dépassent pas le 17 000. Par tous les moyens. Et ils sont connus par leur nom maintenant. Ben, bien évidemment, il y a des gens qui sont morts, mais il y a des gens qui sont vivants aussi. Donc, ils ne dépassent pas largement 17 000. Vous savez, à la fin de 2011, la Libye se trouve avec 280 000 révolutionnaires qui touchent les primes de l'État. Donc, c'est pour ça, moi, je m'en doute. Ce n'est pas une révolution du tout. Donc, le travail qui était fait, le temps qui cassait vraiment le régime Kadhafi, qui a fait tomber le régime de Kadhafi. Sans l'OTAN, le régime de Kadhafi ne va jamais tomber. Avec des 17 000 gens armés avec des Kalachnikov. Non. Donc, la question des révolutionnaires, c'est ça. Voilà. Très bien, merci. Alors, Pierre. Très vite, oui. Deux questions qui m'intéressent. Les voisins sont-ils les ennemis? Enfin, entretiennent-ils le feu en Libye? Même s'ils en ont eu la tentation, je pense aux Algériens, pour montrer aux Français qu'ils avaient fait une connerie, je pense qu'à long terme, c'est pas tenable parce que c'est trop dangereux. C'est extrêmement dangereux et je pense que comme ils recherchent avant tout la stabilité, les États en général et en particulier évidemment Sisi et l'Algérie, bon, ne parlons pas de la Tunisie qui serait évidemment dans une situation effroyable si la Libye était à feu et à sang à ses portes. Bon, sur les États-nations, alors je vous rassure, c'est pas une controverse, il y a des États-nations heureusement dans le monde arabe, je pense des vieux États-nations. Je pense qu'à l'Égypte, ça ne fait aucun doute, la Tunisie, pour rester dans la région. Ensuite, il y a des États plus récents qui se sont fabriqués. Je pense que l'Algérie, si ce n'est pas un État-nation, je ne sais pas ce que c'est. Simplement, c'est un État récent parce qu'il s'est fabriqué aussi dans la guerre d'Algérie et dans la colonisation contre la France, il faut le dire, puis dans la guerre d'Algérie. Et puis enfin, la Libye, je pense que, de fait, ça n'en est pas un parce que Kadhafi... Elle aurait pu le devenir, elle va le devenir, je pense, à moins qu'elle éclate en morceaux. Mais Kadhafi, me semble-t-il, pour ce que j'en sais, n'a pas œuvré à la construction d'un État. Il a même tout fait pour diviser, pour maintenir un système complexe, tribal, éclaté, etc. C'est pour ça que ce n'est pas un État-nation. Mais il y en a dans le voisinage, je pense. Merci. Je voudrais juste nuancer ce que Pierre vient de dire sur le fait que les voisins qui recherchent la stabilité ne sont pas pour autant des facteurs de dégâts. Si on regarde par exemple la politique de l'Égypte à l'heure actuelle, dont indéniablement on ne peut pas dire que l'Égypte cherche la stabilité et cherche surtout à assurer ce qu'elle considère comme être sa sécurité nationale, en particulier sur la frontière ouest. Pour autant, la manière dont elle le fait, dont elle cherche la stabilité, en intervenant militairement et en ayant une action, pas forcément directement sur le terrain, même si ponctuellement ça a été le cas, et en soutenant directement un des camps, ou en tout cas une des parties au conflit dans la situation actuelle en Libye, je nuancerais un peu le fait que c'est quelque chose qui participe de la stabilité. On en a très peu parlé ce soir, mais personne n'a vraiment parler des efforts politiques et justement de la question de dialogue, de la question de la réconciliation et comment est-ce qu'on trouve une issue politique à la crise actuelle. Ça a été totalement absent de la discussion de ce soir, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose de central. Et dans ce contexte-là, le rôle des acteurs régionaux est quelque chose qui est important. La deuxième question à propos de la société civile, très brièvement, je ne m'intéresse pas seulement à Beni Walid. Il se trouve que j'ai parlé de ça ce soir parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille particulièrement, mais pas seulement. Il y a eu effectivement 2011, pendant la période de la guerre et de la révolution, puis dans tout le courant de l'année 2011-2012, au niveau local essentiellement, c'était lié, ça participait de l'effort de guerre, à un développement et un foisonnement en fait, des initiatives privées
qui souvent prenaient la forme d'organisations de charité, par exemple, beaucoup d'associations de femmes, beaucoup d'organisations qui ont été créées pendant cette période-là, qui ont été extrêmement dynamiques pendant au minimum 2011, 2012, 2013. Et petit à petit, c'est essentiellement le résultat du contexte sécuritaire et aussi de la démoralisation des gens qui petit à petit ont été contraints, du fait parce que le moral baissait et aussi parce que la situation sécuritaire se dégradait, de se replier de plus en plus sur la sphère familiale et sur l'environnement très quotidien en fait. Aujourd'hui, toutes ces initiatives et tout ce dynamisme qu'on avait pu voir en 2011-2012 est très largement perdu, malheureusement. Et un dernier commentaire sur qui sont les révolutionnaires. Effectivement, si on regarde le nombre de personnes qui ont effectivement combattu en 2011, le nombre de gens qui sont officiellement affiliés dans les différentes brigades et les différents groupes armés aujourd'hui, on voit bien que tous les gens qui sont officiellement dans l'appareil de sécurité, même informel, ne sont pas des gens qui ont effectivement combattu en 2011, même s'il y en a. Mais il y a eu un changement considérable. Il y a des générations beaucoup plus jeunes aujourd'hui, de gens qui ne sont pas ceux qui ont fait la guerre de 2011, mais qui sont aujourd'hui, qui portent les armes. La question principale, je pense, c'est pas seulement qui sont les révolutionnaires, mais qui se considèrent comme révolutionnaires. Et qui considèrent que parce qu'il est révolutionnaire, il a quelque chose à défendre et quelque chose à protéger. C'est exactement la dynamique qui s'est mise en place en particulier depuis le mois de juillet. Toute la bataille de Tripoli et ce qui a eu lieu depuis, c'est ça. C'est cet effort de la part de gens qui se considèrent comme révolutionnaires ou qui se considèrent comme protecteurs de la révolution, qui aujourd'hui se battent et qui considèrent que c'est leur mission de faire en sorte que le sang n'ait pas été versé pour rien, et qui aujourd'hui, il y a eu un renversement. Pourquoi des gens de Zintan, par exemple, qui étaient aussi au premier rang dans la Révolution, sont aujourd'hui étiquetés comme gens de l'Ancien Régime? C'est parce qu'en fait, il y a eu des changements, des alliances qui ont poussé à ce réétiquetage, et aussi parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, et je pense pour certains très sincèrement et tout à fait naïvement, par certains aspects, se considèrent comme défenseurs de la Révolution. J'ai eu des entretiens récemment avec des jeunes, des jeunes et moins jeunes, originaires de Misrata, par exemple, et qui ont combattu en 2011, sont retournés chez eux après et ont repris les armes au moment de la bataille de Tripoli et dans les événements de Kikla et de Warshafana. Et je peux vous assurer qu'ils ont un discours extrêmement sincère sur ce qu'ils font et ce qu'ils font pour le bien commun et pour le bien du pays. Ça me fait juste terminer sur la question de l'État-nation. Bien que le pays ait été extrêmement fragmenté et que Kadhafi ait instrumentalisé les divisions et les fragmentations, je pense que d'une certaine manière, il y a quand même eu formation d'une sorte de sentiment d'appartenance nationale. Que c'est quelque chose qui a pris forme, qui a pris corps, qui a peut-être s'est transcrit aussi à travers des choses un peu particulières, parce qu'il y avait un État central, à défaut peut-être d'un État-nation, et que tout le monde, individuellement et par famille, était rattaché à cet État central, souvent parce qu'il en attendait quelque chose en termes de dividendes, de redistribution sur le plan social, mais ça a aussi créé un lien. Ça a créé un certain attachement au moins à cette structure centrale qui est l'État et ce qu'elle pouvait apporter en termes de bénéfices. Ce qui aujourd'hui est très problématique parce que ces bénéfices-là ne sont plus là. Et parce que de moins en moins, les salaires et la question des choses qui sont versées aux individus et familles demeurent plus ou moins. La situation économique peut le menacer, mais par contre, en termes de fourniture, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, d'électricité ou de biens de première nécessité, ça devient de plus en plus difficile. Et donc ce lien-là est de plus en plus mis en question parce que l'État central n'est plus là. Merci. Alors moi, je commencerai à répondre pour la question de l'électricité. Il faut d'abord faire la distinction entre la confrérie Sénossi et la famille royale qui a été une branche promue par l'Angleterre pour donner une base étatique, etc. Alors, le prestige de la confrérie est beaucoup plus important que celui que peut avoir la famille royale. Alors, on assiste effectivement à une reprise de l'activité de la confrérie actuellement. Elle peut jouer un rôle stabilisateur, pacificateur, parce que, en fait, dans ce climat d'incertitude, c'est un peu le seul repère identitaire valable qui reste. Cependant, pour ce qui reste de la famille royale, aussi bénéficie, continue de ce prestige, mais le passage aux politiques, à chaque fois, lui a été fatal. On a le cas de Zubair Ahmed Sénossi qui, en Cyrénaïque, a voulu promouvoir une indépendance régionale, etc. Il s'est fait damer le pion par un milicien. Comment il s'appelle? El-Gadran. Et donc, effectivement, il faut faire... Donc, il faut faire un peu la distinction entre l'aura morale de la confrérie d'abord et
la réalité de la petite branche royale qui a été quand même discréditée. Kadhafi n'est pas venu pour rien. Quand Kadhafi est venu, cette famille royale était extrêmement discréditée, etc. Donc il faut faire la distinction entre les deux. Et je pense que effectivement la confrérie peut jouer actuellement un grand rôle stabilisateur, unificateur, repère, mais son passage aux politiques lui sera fatal. Et en ce sens, elle a beaucoup contribué avant même l'occupation, elle a beaucoup contribué à la formation d'un sentiment national. C'est-à-dire que la confrérie a réussi contre les Italiens à mobiliser les tribus et à leur faire transcender, si je peux dire, l'appartenance tribale. C'est pour ça que je pense qu'un sentiment national existe. Un État-nation, alors évidemment, c'est un État patrimonialisé, etc., a existé. Et les Libyens s'identifient en tant que nation. Alors, il y a bien sûr des revendications régionales, il y a des identifications tribales, etc. Mais je crois que l'appartenance nationale, elle est claire, elle est... alors, c'est ce qui me fait aussi dire que on a même eu un pays quand même avec un embryon de société civile. Il ne faut pas oublier que quand même le soulèvement c'est fait sur une base classique de société civile. C'est les familles de prisonniers politiques et les avocats qui, à l'image des Folles de mai de Buenos Aires, ont pendant des mois manifesté tous les vendredis devant le palais de justice, etc. Il y a des personnages que la violence a fait gommer. Moi, je me souviens d'un fameux Nanous, qui a été un blogueur aussi célèbre que l'Égyptien, etc., qui a créé une télévision privée contre lequel Kadhafi a mis une brigade spéciale pour le liquider. Mais tout cela, c'est en fait la militarisation, comme ça s'est passé. La Syrie, il y avait une société civile, il y avait un État-nation, mais la militarisation a broyé justement un peu les sociétés civiles. Donc il ne faudrait pas interpréter la réalité sociale et politique de ces pays-là à ce moment précis de militarisation, etc. Il y a une société civile, elle existe aussi. Il y a des gens qui essayent de faire, il y a un mouvement associatif, etc. Et moi, je vous dis, ce n'est pas une spécificité. Alors, il y a la situation qui s'est dégradée en Libye. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas une spécificité. Des États-nations aussi. Un pays comme l'Algérie, d'où l'élément tribal a été gommé entièrement, actuellement, justement, dans ce moment à la fois de dégradation de la situation nationale, de mondialisation, mais partout au Maghreb, on observe ce repli sur les familles, sur les identités tribales, sur les conflits. Regardez, Tlemcen est l'une des plus vieilles villes algériennes, c'est-à-dire c'est vraiment celle où il y a la citadinité la plus accomplie. Et bien, lors des élections présidentielles, on a vu voir les notables de la tribu de Tlemcen venir faire leur allégeance au président de la République. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on est dans un moment de recomposition. Les États-nations sont en crise. Elles ne sont pas en crise parce qu'elles ne prennent pas en charge certains archaïsmes. Aussi, elles sont en crise parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter à la modernité, parce qu'elles n'arrivent pas à avoir un caractère citoyen. Et dans cette crise, il y a effectivement des régressions des sociétés. Donc ce qu'on observe en Libye, moi, ce n'est pas à partir de ces observations qu'on peut dire qu'en Libye, il n'y a pas d'État-nation, que la Libye, c'est une société tribale. C'est un phénomène qu'on observe partout au Maghreb actuellement. Partout au Maghreb, cette régression. Non, attends, pas à la même échelle. Non, attendez, pas à la même échelle, mais il y a une resurgence anormale, un peu. Et la Tunisie, le sud libyen. Le sud libyen. Le sud tunisien. Hein, c'est ça, le sud tunisien, pardon, le sud tunisien. Donc, pays dont on dit civilisé, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans une étape un peu particulière, et donc effectivement, il ne faut pas un peu perdre de vue la réalité, la dynamique d'une société à travers un mouvement comme ça. Et c'est vrai que la militarisation a toujours été fatale, temporairement, pour les sociétés civiles. Je terminerai par ce que sont les révolutionnaires. Moi, c'est juste pour dire que c'est pas... Moi, je suis d'accord entièrement avec Virginie, qu'il y a des gens, effectivement, qui estiment devoir conserver un idéal, comme ça s'est passé en Tunisie. Les élections tunisiennes se sont faites aussi sur ça, et on ne peut pas délégitimer les gens qui prétendaient défendre la révolution contre le retour des anciens. Maintenant, mais on le voit partout, les révolutionnaires ne sont pas des gens moraux.
Hein. Les révolutionnaires, c'est aussi, il y a tout, il y a à boire, il y a à manger. Il faut savoir, je pars toujours, la nomenclature la plus prédatrice du Maghreb actuellement est issue d'une des révolutions qui a été la plus éclatante et la plus morale en son temps. Donc effectivement, comment se font les mutations, etc., que maintenant en Libye, parfois certains versent presque dans le banditisme, la violence, etc., ne signifie pas qu'il n'y a pas eu une révolution. Et la révolution est pour moi une définition toute simple, c'est l'effondrement d'un régime et son remplacement par un autre. Et elles ne sont pas que démocratiques, elles ne sont pas que socialistes. Eh bien, il y a eu des révolutions fascistes, c'est un bouleversement. Voilà, tout simplement. Ça, donc il ne faut pas lui donner une connotation forcément morale, sociale et autre. Voilà. Est-ce que je peux ajouter juste un... Est-ce que je peux me permettre d'ajouter juste une chose pour nuancer ce que j'ai dit précédemment à propos de la question de l'État-nation? Depuis au moins l'été dernier, il y a quand même quelque chose qui est de plus en plus évident et de plus en plus visible, c'est que la fracture entre Est et Ouest et le fait que les deux régions, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, vont de plus en plus dans des directions divergentes est quelque chose qui est de plus en plus visible. Et quand vous entendez les gens de l'Est en particulier parler des gens de l'Ouest et de la nature même de la crise et du conflit qui se déroule actuellement dans l'Ouest, ils disent que ce n'est pas la même chose. Nous, on est confrontés, on a un type de société tribale qui est très particulier ici dans l'Est, et on n'a rien à voir avec ce que les gens de l'Ouest sont en train de faire. Eux, ils sont en train de faire la bataille pour les fauteuils et pour les ressources. Et cette manière en fait de parler de l'autre et cette distanciation en fait me semble de plus en plus grande. Point. Vous pouvez préciser aussi que le Maroc est favorable au rétablissement de la monarchie en Libye. Mais ça aussi, on regarde le recul par rapport à ce qui se passe actuellement, mais la Libye a été historiquement 3 régions et le plus souvent gouvernée par des puissances différentes. Par exemple, le Sud a été sous mandat français, ce qu'on oublie. La Cyrénaïque, c'était les Anglais. Et souvent, même durant la monarchie turque, hein, souvent, c'est à partir... La Cyrénaïque, par exemple, a été gouvernée à partir de l'Égypte. La Tripolitaine gouvernée à partir de la Tunisie. Donc ça, c'est une vieille réalité, et c'est pour ça qu'il y a eu un État confédéral. Ça revient à la raison historique. Voilà.